Bon, alors on va finir ce cours-là. Il reste quelques diapositives, là, sans plus. Je vous ai mis des petites recettes là, pour les soins de bouche en fin de vie. C'est quelque chose qui est vraiment important parce que c'est des patients qui ont tendance à respirer par la bouche beaucoup. Donc, ils ont l'intérieur de la bouche très sèche et c'est très inconfortable d'avoir la langue sèche, les gencives, les joues sèches. La plupart du temps, là, chaque milieu hospitalier a sa petite recette, mais je vous dirais que la majorité du temps, ça contient de l'eau ou du salin, avec un peu de glycérine, un peu de rince-bouche, puis un petit peu de peroxyde, juste pour être en mesure là, d'enlever les croûtes parfois qui se forment là, sur sur les joues et sur la langue. Alors, je vous mets les petites recettes là. Des fois, on est obligé d'utiliser là, des onguents de type oragel, surtout si les patients ont beaucoup d'ulcères au niveau de la bouche. C'est quelque chose qui est quand même assez souffrant et surtout si c'est des patients qui mangent encore. Donc, si vos patients mangent toujours et qu'ils ont la bouche bien pleine d'ulcères, c'est sûr et certain qu'un petit gargarisme avant le repas avec un petit gel de xylocaïne, un petit peu d'oragel sur les gencives, ça va aider beaucoup à leur cause, puis ils vont être en mesure de manger un petit peu. Je vous ai dit, on n'oblige jamais un patient palliatif à manger, mais on ne l'empêche jamais non plus. S'il veut manger, on lui donne ce qu'il veut. Ensuite de ça, si le patient a des infections à la candida dans la bouche, il y a du mycostatin qui est possible d'avoir en prescription. C'est une espèce de petit liquide jaunâtre là, qu'on peut mettre soit sur une petite tige montée d'éponge pour appliquer à l'intérieur de la bouche ou si le patient est encore capable de se gargariser avec, on lui dépose dans sa bouche avec le compte-gouttes, puis on lui demande de l'envoyer partout dans sa bouche et de l'avaler après. On veut qu'ils l'avalent au cas où qu'ils auraient de l'infection de candida dans l'œsophage. Alors, le médicament, à ce moment-là, va avoir un impact là, sur la candida qui pourrait se retrouver à l'intérieur de l'œsophage. Ensuite de ça, le protocole de détresse respiratoire, on en a parlé tout à l'heure. Alors, un patient qui devient très agité, il était calme, il y a quelques secondes, devient très, très agité, il a clairement de la difficulté à respirer. C'est là qu'on va entreprendre le protocole de détresse respiratoire, pas juste pour un patient qui a des sécrétions sur les poumons. Là, on utiliserait seulement la scopolamine. Pour avoir une détresse respiratoire, il faut que le patient soit en détresse et la plupart du temps, ils sont très, très, très agités. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une triade de médicaments, un benzo pour l'agitation, un opioïde pour la douleur, puis un anticholinergique pour les sécrétions. On peut aussi surélever la tête, mettre de l'oxygène. Des fois, ils vont avoir des bronchodilatateurs de prescrit de type Ventolin, Atrovent. On peut les suctionner, mais c'est souvent, là, premièrement, c'est au besoin, mais c'est souvent juste au niveau de la bouche. Là, on ne va pas suctionner dans la trachée. Ensuite de ça, je vous ai mis une diapositive qui vous donne une estimation. Je veux que vous compreniez bien là, que ce qui est écrit là, c'est pas coulé dans le béton, puis ce n'est pas assurément de cette façon-là que ça va se passer pour tout le monde. C'est vraiment une estimation. C'est pour vous donner une idée. Quand les gens de la famille vous demandent est-ce que mon être cher va mourir bientôt? Est-ce que j'ai le temps d'aller prendre une douche? J'ai-tu le temps d'aller manger un petit quelque chose? Euh, Dans ça, il y a quand même, tu sais, ça nous donne une petite idée. C'est sûr qu'on va toujours dire à la famille que on peut pas garantir le laps de temps qui reste. On ne peut pas garantir qu'il reste beaucoup de temps ou qu'il reste pas beaucoup de temps. Mais il reste qu'il y a quand même des signes qui nous démontrent qu'il reste pas beaucoup de temps. Comme les râles d'agonie, avec de la grosse léthargie, les yeux, les extrémités froides, la présence de marbrure, l'absence d'urine, ça nous dit là qu'il reste, là ici ils disent des minutes, des heures gros max. Là. C'est vraiment la fin approche. L'altération de respiration de type chain stroke, quand le chain stroke arrive, là, il ne reste pas des jours, là. Il reste des heures, 24 heures. C'est très rare que c'est plus que ça. Ça peut arriver, mais c'est très rare que c'est plus que ça.
Là, on parle d'un patient qui fait de l'oligurie, qui a peut-être de la dyspnée. Quelques jours, là, il est confiné au lit, il est in and out du coma. Tu sais, puis là, plus ça va, plus on monte en quelques semaines, quelques mois, plus les manifestations cliniques sont plutôt vagues. C'est quand on arrive à la fin, là, ici, là, on a une meilleure idée. Par contre, c'est toujours important de dire à la famille il n'y a pas de formule mathématique qui calcule combien de temps il reste pour un patient. Il y en a qui vont partir très rapidement et il y en a d'autres qui vont, que ça va s'allonger sur des heures et des heures et des jours et des jours. Il y a des patients qu'on se rend compte que quand toute la famille est arrivée, ils partent. Puis il y en a d'autres que toute la famille était là pendant des heures et dès que tout le monde est sorti, ils s'en vont. Et ils meurent. Donc, c'est vraiment, c'est du cas par cas, mais c'est toujours de dire à la famille qu'on n'a pas de formule magique. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite après le décès? C'est sûr que si la famille est là, on va leur demander s'ils sont à l'aise de rester avec le patient ou s'ils veulent qu'on le réinstalle. Si le patient avait une sonde, un tube nasogastrique, des papillons sous-cutanés pour les injections, on peut tout enlever ça, le réinstaller de façon convenable pour qu'ils puissent se recueillir autour du corps de leur être cher. On s'assure que les gens soient dans une salle privée, qu'il n'y ait pas d'autres patients dans la chambre le plus possible. Donc, dès les premiers signes de décès, l'absence de signes vitaux, là, pour nous, les soins infirmiers, l'absence de respiration, l'absence de signes vitaux et de réponse à la stimulation, c'est les premiers signes de décès. On va appeler le médecin et la famille s'ils ne sont pas là. Est-ce que l'infirmière a le droit d'appeler la famille? Puis la réponse, c'est oui. Surtout quand c'est une mort qui est attendue. Il y a des médecins qui aiment mieux le faire eux-mêmes, mais je vous dirais si le médecin est à l'aise avec ça, puis si vous êtes à l'aise avec ça, il n'y a pas de loi qui vous interdit d'appeler la famille. Alors, comme je vous disais, on s'assure de retirer les pansements, de le nettoyer si c'est souillé, parce que les patients ont tendance à se vider quand ils meurent. Donc, les sphincters se relâchent. Il peut y avoir de l'urine, s'il restait de l'urine dans la vessie. Il peut y avoir certaines sécrétions au niveau du rectum. On s'assure que les paupières sont fermées, que la bouche est fermée aussi, puis on leur met leur prothèse dentaire s'ils les avaient pas dans la bouche parce que la rigidité cadavérique va s'installer puis ça va être relativement difficile de remettre les dents dans la bouche si on le fait pas immédiatement. C'est sûr que la rigidité cadavérique, là, ça dure pas tout le temps, mais il reste que un coup que c'est installé, ça prend plusieurs heures avant que ça s'en aille. À partir du moment où la famille a disposé, qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis qui laissent leur être cher derrière eux, je suis certaine que comme préposé, vous avez fait cette procédure-là qu'on appelle emballer le corps dans un linceul. C'est un linceul de plastique. Donc, on a l'impression qu'on l'emballe dans un sac de plastique, mais si vous appelez ça un linceul, puis c'est vraiment le nom que ça porte, on dirait que c'est moins drastique. Alors, il faut emballer le corps et le faire descendre à la morgue, faire signer les papiers à la famille, là, les papiers qui viennent avec, la mort d'un patient. Puis c'est le salon mortuaire qui va venir chercher le patient à la morgue. Donc, si la famille vous pose la question, est-ce que c'est nous qui devons s'occuper de faire ramasser le corps ou de venir le chercher? La réponse, c'est pas eux qui viennent le chercher, mais il faut qu'ils avisent leur salon mortuaire, le salon mortuaire qu'ils ont choisi, juste aviser le salon, puis eux, là, au salon mortuaire, ils sont tout au courant de comment ça fonctionne, c'est quoi les documents qu'il faut remplir, et puis ils vont les appeler par la suite là, pour gérer ça. Mais c'est c'est le salon mortuaire qui va venir chercher le corps de l'être cher à la morgue. Donc, ça complète là, ce que j'avais à dire sur les soins aux mourants. Euh, Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, gênez-vous pas, vous pouvez m'envoyer des messages, soit par bio. Si vous ne me rejoignez pas par texto, c'est parce que je suis dans le Nord puis mon téléphone ne fonctionne pas quand on n'a pas de ligne téléphonique cellulaire quand on est dans le Nord.
Donc, si je ne réponds pas à vos textos, c'est parce que je suis là-bas. Envoyez-moi un mio, puis je vais vous répondre dès que possible. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée.